Le soleil, à peine levé sur Paris, baignait le terminal de Roissy d'une lumière orangée, frappant les grandes vitres et jetant des reflets dorés sur le carrelage brillant du hall. Tout autour, la foule semblait déjà en pleine effervescence, même si la matinée ne faisait que commencer. Les annonces résonnaient dans plusieurs langues. Les roulettes des valises claquaient sur le sol, et chacun suivait son emploi du temps avec la détermination des voyageurs habitués au balai des départs et arrivées. Parmi ce tumulte, on remarquait Camille, mais d'une façon discrète. Il avançait d'un pas calme, les mains libres, le visage ouvert, les yeux curieux mais apaisés. Rien dans son attitude ne laissait deviner une quelconque nervosité. Au contraire, il semblait s'attarder, presque apprécier la scène qu'il observait en silence. Il progressait le long du couloir principal en direction de la porte D51, à l'écart de la course stressée des autres. Sans se presser, il repérait les petits détails, le geste fatigué d'une mère pour rattacher le lacet de sa fille, l'échange de regards complices entre deux collègues devant un café, la main tremblante d'un jeune garçon qui vérifiait pour la 4e fois si son passeport était bien à sa place. Pour Camille, ces instants constituaient une sorte de rituel rassurant. Il témoignait de la vie quotidienne, en marge de son propre parcours. Ce matin-là était spécial, car il s'offrait enfin une coupure dans son rythme effréné et sa routine exigeante. Professionnellement, Camille était toujours dans le contrôle, obligé de jongler avec une vigilance constante, prête à réagir au moindre imprévu. Mais là, dans ce coin de l'aéroport Charles de Gaulle, il s'autorisait à lâcher prise. Le simple fait de respirer lentement, de sentir la fraîcheur de la climatisation et de regarder la lumière danser sur la surface des vitres lui donnait l'impression de reprendre contact avec lui-même. Il souriait doucement, comme s'il savourait le privilège rare de cette tranquillité, alors même que tout, autour de lui, continuait à bouillonner. Sans se hâter, Camille passa devant les panneaux d'affichage qui annonçaient les prochains vols pour Montréal, Tokyo, Casablanca. Il savait que pour beaucoup, voyager rimait avec tension et attentes interminables. Pour lui, cependant, cette pause imposée était une sorte de cadeau. Il avançait vers l'embarquement, empli d'une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis bien longtemps. Arrivé devant la porte D51, Camille fut accueilli par un agent de la compagnie aérienne, un homme au sourire poli qui, sans un mot de trop, vérifia passeport et carte d'embarquement. Le contrôle fut rapide, une poignée de secondes à peine pour survoler les documents, tamponner du regard la photo et le laisser passer d'un simple hochement de tête. Ici, personne ne prêtait attention à lui. Pas de regard gênant, pas de questions inhabituelles. Tout semblait suivre le cours tranquille de ces matinées d'aéroport où chacun a ses propres préoccupations. Camille traversa le couloir vitré menant à l'avion d'un pas mesuré. Sa petite valise à la main. Le bagage n'attirait pas l'œil. Il se fondait dans le flot d'autres sacs, valises multicolores et cabas improvisés. Sous la lumière blanche de ce tunnel entre deux mondes, Camille, d'habitude si absorbé par ses responsabilités, chercha à laisser de côté la part la plus pesante de lui-même. Il savait que, derrière ce calme apparent, son esprit peinait souvent à s'échapper du rythme serré dicté par la confidentialité et des protocoles stricts. Dans son métier, chaque détail comptait, chaque geste pouvait compter davantage qu'il n'y paraissait, et l'habitude de toujours anticiper rendait la détente difficile. Mais ici, au milieu de voyageurs lambda, il goûtait la possibilité de l'anonymat. Plus proche de la simple humanité que de la rigueur de ses habitudes, il essayait de s'intégrer dans ce flux d'inconnus, se souvenant que chacun, dans cet avion, portait sa propre histoire qu'il gardait souvent pour lui. Son regard se perdait parfois sur les reflets de l'aube dans les hublots alignés. Il laissait les pensées dériver, s'arrêtant au souvenir d'un dîner raté, d'un vieux message jamais répondu, de 1000 petits détails qui composaient aussi la trame des jours ordinaires. Ce voyage, il le voulait simple, libre, sans enjeu,
Une parenthèse à Paris marquée par la fatigue du dernier dossier, par l'envie de respirer sans contrainte. Camille rejoignit sa rangée, croisa le regard d'une hôtesse au gilet bleu et adressa un léger sourire. Son seul vrai objectif, à cet instant, était d'arriver chez lui, retrouver son quartier tranquille à Lyon, couper, ne serait-ce qu'un instant, ce fil tendu qui l'avait toujours obligé à rester sur le qui-vive. Dans ce siège étroit, il espérait, juste l'espace de quelques heures, se fondre dans le silence tranquille de ceux qui ne cherchent rien d'autre que le retour. Installé près du hublot, Camille posa son sac sous le siège et sortit ses écouteurs. Il aimait ce petit rituel, comme s'il pouvait s'envelopper d'une bulle de son pour mieux se protéger du tumulte environnant. Il s'autorisa quelques secondes à observer la piste à travers la vitre, les véhicules de service zigzagant sous la lumière matinale, les silhouettes des autres avions garés côte à côte. Il ressentait un léger soulagement à s'isoler dans ce carré étroit, presque rassurant, loin des enjeux ordinaires de sa vie dense. Avant même que l'avion ne commence à rouler, un léger brouhaha dans l'allée attira son attention. Une femme d'une quarantaine d'années, habillée sobrement, se tenait debout, les sourcils froncés et une carte d'embarquement à la main. Elle se présenta comme Claire, cherchant visiblement à comprendre où elle devait s'asseoir. Son ton, tout en restant correct, trahissait une certaine crispation. « Excusez-moi, vous êtes sûr d'être à la bonne place ?» demanda-t-elle en vérifiant la lettre inscrite sur l'accoudoir. Camille, d'un geste calme, tendit sa carte d'embarquement pour lui montrer son numéro de siège. Vérification faite, il apparut rapidement qu'il n'y avait pas d'erreur, mais ce bref échange laissa une petite gêne flottant entre eux. Claire finit par déposer son sac dans le compartiment, puis s'assit avec une certaine raideur à côté de Camille, son sac à main posé sur ses genoux. Elle évita de croiser son regard, préférant s'occuper de sa ceinture ou jeter un œil évasif à son téléphone. Tout semblait normal. Pourtant Camille sentait dans l'air comme un début de tension, un malaise diffus dur à expliquer. Peut-être était-ce l'effet du vol matinal, ou l'anxiété naturelle des départs, mais cette introduction avait brisé une partie du calme qu'il avait patiemment installé autour de lui. Il replongea alors dans son univers, tentant de masquer son trouble derrière le bruit blanc du moteur et la vue extérieure. Pourtant, il savait déjà que ce petit incident marquait le début d'autre chose, comme si ce simple malentendu sur les places allait ouvrir la porte à des questionnements ou des frictions plus profondes au fil des heures passées, côte à côte. Le silence qui s'installa entre Camille et Claire semblait soudain beaucoup trop grand pour la proximité de leur siège. Chacun tentait, à sa manière, de se donner une contenance, mais Camille sentait les gestes un peu brusques de Claire à ses côtés. Elle serrait sa sacoche noire entre ses mains, comme si elle allait la perdre à tout moment, les doigts blanchis, à force de contracter la lanière. Par moments, elle jetait un coup d'œil en coin vers lui, vite détourné, sans pourtant que Camille ait fait quoi que ce soit qui puisse la déranger. L'ambiance devenait pesante, sans qu'aucun mot ne soit dit. Camille réfléchissait à toute vitesse, se demandant s'il avait fait preuve de froideur, ou peut-être répondu trop brièvement lors de leur échange. En réalité, il n'avait rien dit de maladroit, mais l'inconfort continuait de glisser entre eux comme un courant d'air froid qui refuse de disparaître. D'habitude, il s'attendait à ce genre de sensation dans d'autres contextes, sur son lieu de travail où la méfiance était fréquente, ou dans des situations professionnelles où on attendait toujours plus de lui. Là pourtant, enfermé entre le ciel et la terre, alors qu'il aspirait à n'être qu'un passager parmi d'autres, il sentait de nouveau sur lui ce regard méfiant, ce poids injustifié, une impression d'être jugé ou observé sans raison valable. Claire, elle, gardait la tête légèrement basse, ses bras croisés sur la sacoche. De temps à autre, elle sortait son téléphone, parcourait son écran sans vraie attention ou vérifiait son billet d'avion encore une fois, comme pour s'assurer qu'elle était bien à sa place. Plus le silence s'étirait, plus Camille sentait comme une frontière ténue se dresser entre eux, faite non de gestes mais de pensées silencieuses et de malaises partagés. Il tentait de se recentrer sur la vue du hublot. Paris s'effaçait,
Petit à petit, alors que l'avion roulait déjà vers la piste, pourtant un coin de son esprit revenait toujours à cette question. Pourquoi l'anonymat des grands trajets collectifs ne protégeait-il pas de ce genre de malaise? N'était-ce pas le seul espace où l'on devrait pouvoir souffler, loin de tout jugement? Il comprit alors que les barrières invisibles, celles qui se glissent entre les gens, savent franchir aussi les nuages. L'atmosphère dans la cabine restait tendue, coupée par les bruits familiers d'un avion qui se prépare à décoller. Le roulement sourd des valises qu'on range au-dessus, des têtes, le murmure des passagers qui ajustent leur ceinture, les annonces à peine audibles des stewards. À côté de Camille, Claire ne tenait plus en place. Elle lançait des petits regards à droite et à gauche, impatiente, le visage tendu par une inquiétude qu'elle avait du mal à dissimuler. Sans prévenir, elle appuya sur le bouton d'appel au-dessus de sa tête. Une hôtesse, vêtue d'un uniforme bleu foncé, ne tarda pas à s'approcher en souriant aimablement. Claire lui adressa alors quelques mots à mi-voix, et comme gênée que les autres entendent. Excusez-moi, est-il possible de changer de place? Je me sens plus à l'aise ailleurs. C'est pour la sécurité, vous comprenez? Avec mes enfants à la maison, on devient prudent. Elle laissa sa phrase en suspens, cherchant le regard de l'hôtesse pour valider cette inquiétude. Les mots étaient simples, le ton restera poli, mais il laissait dans l'air un parfum particulier, celui d'une justification qui ne disait pas tout. L'hôtesse professionnelle acquiesça et promit de regarder si un autre siège était disponible. À côté, Camille observait la scène en silence, un certain malaise en lui, mais sans s'étonner. Il avait souvent vu ce type de réaction. Sous couvert de précaution ou de simple intuition, c'était autre chose que les gens exprimaient parfois. Une forme de distance, pas toujours consciente, venue des histoires et des habitudes collectives dont on parle rarement à voix haute. Il ne broncha pas, se contentant de retenir ses gestes, ses demi-mots lancés en l'air. Il savait reconnaître ce moment précis où la gentillesse, la politesse, se mêlaient à une inquiétude qui n'était pas vraiment fondée, à cette vieille habitude de la méfiance. Derrière la demande presque banale de Claire, Camille retrouvait ce schéma invisible, déjà croisé ailleurs. Les regards qui évitent, l'argument de la sécurité, l'assurance faussement calme. Il sentit une pointe d'amertume monter en lui. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait le bon prétexte du mieux vaut changer, cacher un moyen de fuir un inconnu, de céder à ce vieux mécanisme de préjugés bien camouflé, derrière l'inquiétude ou la prévention ordinaire. L'hôtesse, en entendant la requête de Claire, garda le sourire, mais son regard trahit une hésitation. Elle hocha la tête, soucieuse d'appliquer la procédure, tout en évaluant la situation d'un œil plus critique. Elle lança un coup d'œil discret vers Camille, analysant rapidement la scène. Un homme calme, assis sagement à sa place, visiblement sans intention particulière d'attirer l'attention. Pourtant, la demande de Claire venait de déposer une graine de doute qui allait lentement se propager dans la cabine. Après quelques instants, l'hôtesse revint avec une collègue. Leur geste était tiède, précis, presque mécanique. Mais derrière ses attitudes professionnelles, Camille détecta la gêne accrue. On lui adressa des questions courtes, posées d'une voix douce, mais avec cette fermeté polie qui n'échappe pas à l'oreille avertie. « Oh, tout va bien, vous êtes à l'aise. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Ces mots semblaient innocents pour tout autre passager, mais Camille sentit d'emblée leur véritable soubassement. Il sentit la chaleur de regard appuyée sur lui. Des gens autour semblaient de tout à coup plus attentifs à sa présence, sans raison claire. Instinctivement, certains passagers prenaient leur téléphone ou échangeaient quelques commentaires bas, cherchant à comprendre ce qui se jouait. D'autres, plus discrets, se contentaient de surveiller la scène du coin de l'œil, suspicieux, sans même vraiment s'en rendre compte. L'ambiance changeait. Quelques sourires crispés, des chuchotements, cette brume d'inquiétude qui s'étirait dans l'air, alors que rien de grave ne s'était passé. Camille, tout en gardant son attitude posée, sentait l'anxiété générale monter, attisée uniquement par cette insistance du soupçon, non par un événement concret.
La tension gonflait, on la sentait dans la moindre parole, dans les gestes ralentis du personnel, dans le silence qui s'imposait autour des sièges voisins. Claire, désormais retirée plus loin, semblait soulagée, regardant Camille du bout du rang avec une distance qui en disait long. À cet instant, ce n'était plus un simple malentendu de siège. Son existence, tranquille jusque-là, suffisait à instaurer une gêne contagieuse. Le vol, qui aurait dû n'être qu'un trajet parmi tant d'autres, devenait le théâtre d'un malaise partagé, figurant le poids des doutes ordinaires qui s'accrochent, sans qu'on les ait vraiment invités. C'est à ce moment-là que Julien, le chef de cabine, fit son apparition dans l'allée centrale. Il était connu pour sa manière de gérer les situations délicates d'un ton calme et professionnel, toujours vêtu de l'uniforme impeccable bleu marine propre à la compagnie. En s'approchant du siège de Camille, il échangea d'abord quelques mots rassurants avec les deux hôtesses, puis s'adressa directement à Claire, qui gardait les bras croisés et la mâchoire tendue. Julien, soucieux de respecter les procédures tout en gardant son impartialité, lui demanda d'expliquer calmement son besoin de changer de place. La réponse de Claire manquait de précision. Elle chercha ses mots, répétant des phrases déjà entendues. « Je ne sais pas, c'est un ressenti. Peut-être une intuition maternelle, la fatigue. Cela n'a rien à voir avec... Enfin, vous voyez... » Mais Julien, habitué à décrypter les non-dits, comprit vite ce qui se jouait. Il observa les regards gênés des voisins, le souffle court de certains passagers, la manière dont l'angoisse remontait sans qu'aucune raison objective ne soit évoquée. Camille, lui, attendait silencieusement, le dos droit contre son siège, bien conscient de la mécanique en marche. La prudence affichée, l'inquiétude mal déguisée, la volonté de rester poli tout en distillant un malaise est collectif. Julien observa l'ensemble de la scène. Derrière le vernis de l'inquiétude, quelque chose d'invisible s'était glissé dans la cabine, une sorte de suspicion insaisissable dont personne ne voulait vraiment parler à voix haute. La conversation changea subtilement de ton. Il n'était plus simplement question de trouver un siège libre. Tout le monde comprenait, sans vraiment oser le dire, qu'un soupçon s'était installé, venu d'ailleurs que des circonstances réelles du vol. Les explications de Claire étaient floues et tournaient en rond, mais chaque mot ajoutait à la tension, comme si le fait de ne pas nommer la crainte permettait de la rendre légitime. Julien prit entre la nécessité de préserver la paix de l'avion et le respect des droits de chaque passager, choisit de temporiser. Il annonça qu'il allait regarder ce qui était possible sans promettre de solution immédiate. Ce faisant, il imposa une pause à ce malaise partagé, même si ce silence, chargé de tout ce qui n'était pas dit, pesait sur tous les sièges, alignés dans l'appareil en direction de Lyon. Le vol semblait suspendu dans une bulle où tout le monde retenait son souffle. Julien, le chef de cabine, fit signe à Camille d'ouvrir sa valise qu'il avait glissée sous le siège devant ses pieds. Camille, sentant la tension monter d'un cran, refusa calmement mais fermement. Il expliqua qu'il n'y avait rien d'inhabituel à l'intérieur, que ses affaires personnelles n'avaient aucune raison d'être fouillées sans motif réel. Les mots étaient posés, la voix tranquille, mais son refus accentua l'inquiétude générale. Julien se retrouva alors tiraillé. Fallait-il respecter le malaise de Claire, qui insistait désormais avec une énergie nouvelle en parlant de vigilance et de prudence pour le bien de tous, ou bien défendre la tranquillité de Camille, qui ne souhaitait pas céder à une demande qu'il trouvait déplacée. L'ambiance devint pesante. Les allées de l'avion, d'ordinaire lieu de passage et d'indifférence, devinrent le théâtre d'attention soutenue. Chacun des passagers dans le secteur observait sans en avoir l'air, tendait l'oreille, échangeait des regards mi-inquiets, mi-curieux. Quelques sièges plus loin, une femme murmurait à son compagnon. Devant, un adolescent jetait de rapides coups d'œil par-dessus son épaule. Les mouvements du personnel navigant se firent plus mesurés, presque hésitants. Même ceux qui n'avaient pas vu le début de l'incident comprenaient qu'il se passait quelque chose d'inédit. Claire, droite sur son nouveau siège, répétait
à l'attention du chef de cabine et des hôtesses qu'elle ne voulait blesser personne, mais qu'aujourd'hui, on ne pouvait être trop prudent, surtout en avion. Ces mots flottaient dans l'air, légitimaient à ses yeux l'épreuve qu'elle imposait à l'autre sans vraiment s'en rendre compte. Camille, lui, restait digne, se contentant de soutenir le regard du personnel et de répondre sobrement aux questions. Il n'y avait rien à cacher. Il ne comptait pas céder à une pression qui n'était alimentée que par un malaise diffus, pas par une raison concrète. Entre les sièges, on aurait cru voir une sorte de danse, tête qui se tournait subrepticement, sourcils levés, et de petits glissements sur le cuir des fauteuils. Ce qui, il y a quelques minutes encore, relevait d'une gêne intime et presque invisible, était devenu l'objet d'une attention collective indésirable où chacun évaluait la situation selon sa propre histoire et ses propres peurs. Pendant que Julien s'éloignait pour aller consulter le pilote, le silence dans la cabine se fit encore plus lourd. Tous les regards convergeaient désormais vers Camille, devenu, malgré lui, le centre d'une attention qu'il n'avait jamais recherchée. Dans le sillage de cette attente, Claire, sentant le soutien implicite d'une partie des passagers, trouva la force de s'exprimer plus fort. Sa voix, d'habitude posée, tremblait un peu, mais elle ne semblait plus hésiter. Elle osa dire à l'hôtesse restée près d'elle. « Je suis désolé, mais avec tout ce qu'on entend ces derniers temps, on ne peut pas ignorer l'intuition. Ce monsieur, il ne parle à personne, il s'accroche à sa valise. C'est étrange, non? Non, ça met mal à l'aise, ce genre de silence. » Ces paroles, prononcées d'un ton faussement assuré, flottaient au-dessus des rangées de sièges, comme un signal auquel d'autres passagers semblaient répondre par de petits hochements de tête ou des murmures d'approbation difficilement contenus. Peu à peu, l'impression que Camille était simplement discrète et fatiguée se transforma en suspicion. Ses gestes anodins, son choix de garder le silence, même la couleur de sa valise, passaient au crible d'une peur collective, comme si chaque détail ajoutait à une menace imaginaire. On ne lui prêtait plus la même attention qu'à un voisin lambda. Il devenait un problème à résoudre, une fausse note dans la routine bien huilée du voyage. Camille sentait sous sa peau le regard de la foule, la pression qui cherchait à lui arracher des justifications, à le réduire à son attitude jugée suspecte. Ce n'était plus sa personnalité qu'on voyait, mais uniquement ce que les autres voulaient bien projeter sur lui. Derrière l'inquiétude officiellement affichée pour la sécurité, il percevait cette blessure différente. Chaque minute, sans explication claire, grignotait un peu plus sa tranquillité, sa dignité. Être observé dans ce contexte, c'était être mis à nu devant des inconnus qui ne voyaient désormais en lui qu'un ensemble de signes rassemblés au hasard d'une crainte infondée. Ce glissement progressif, où son humanité se dissolvait dans la peur partagée, lui laissait un goût amer, difficile à chasser, alors que le vol, lui, n'avait toujours pas décollé. Le moment le plus tendu arriva quand Marc, le superviseur de la compagnie aérienne, apparut au fond de la cabine, suivi d'un policier de l'aéroport. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. La présence de l'uniforme éveilla immédiatement l'attention de tous. Les passagers se redressèrent, certains s'écartèrent pour laisser passer, et même les enfants cessèrent de parler, comme s'ils comprenaient instinctivement que quelque chose d'important se jouait là. Marc s'arrêta devant Camille, afficha un air grave et lui adressa la parole avec la distance polie des situations officielles. « Monsieur, nous vous prions de bien vouloir nous accompagner. Nous avons besoin de discuter avec vous un instant en dehors de l'avion. » Le ton était courtois, mais le sens ne trompait personne. Il ne s'agissait pas d'une simple demande, mais d'une mesure qui découlait du récit de Claire, repris sans vérification par les étapes du protocole. Le policier, sans dire un mot, se tenait à une courte distance, imposant sa présence par son silence. Claire, à quelques rangs de là, baissa les yeux, visiblement partagée entre satisfaction d'avoir été entendue et malaise devant le dénouement qu'elle avait provoqué.
Autour, certains passagers semblaient soulagés que la tension arrive à son terme. D'autres restaient pensives, interpellés par la rapidité avec laquelle on était passé du doute à la sanction. Sans élever la voix ni montrer de colère, Camille soupira doucement. Il savait qu'à cet instant, ce n'étaient pas ses paroles, pas ses explications qui comptaient, peu importait ce qu'il pouvait dire. Il était déjà, aux yeux de la machine administrative et des regards alentours, la personne à évacuer, l'élément perturbateur que le groupe préfère mettre à l'écart, par réflexe, plus que par raison. Il se leva lentement, rassembla ses affaires avec soin, sans jamais détourner le regard du personnel. Un silence pesant régnait alors, qu'il marchait dans l'allée, accompagné du policier et du superviseur. Au moment de sortir, il eut un dernier regard pour les passagers. Son calme forçait le respect, mais dans ses yeux se lisait une fatigue immense. Il acceptait qu'ici, en ce moment précis, il n'était plus un individu avec une histoire, mais juste un dossier, une suspicion née d'une simple peur, une silhouette que la compagnie voulait voir disparaître pour que tout puisse enfin reprendre son cours habituel. Alors que Camille franchissait la petite distance qui le séparait de la sortie, entouré de Marc et du policier, il s'arrêta d'un geste tranquille. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et, sans brusquerie, sortit une carte qu'il tint bien visible devant tous. Il la tendit au superviseur et au policier. C'était une carte officielle, portant le logo discret du ministère de l'Intérieur français. Camille était en fait directeur régional de la sécurité publique, un poste qui, dans tout l'Hexagone, signifie une autorité incontestable lors de toute situation de contrôle ou de crise. La nouvelle mit quelques secondes à se répandre, du poste de Marc jusqu'aux passagers les plus proches, et durant ce bref moment, on aurait pu entendre une épingle tomber. Le policier, qui jusque-là n'avait pas décroché un mot, s'immobilisa en voyant la carte. Il la scruta une seconde, son visage désormais figé entre surprise et embarras. Marc, pris de court, balbutia un faible « Pardonnez-moi, monsieur », visiblement désarmé, car tout ce protocole venait de se retourner brutalement. Autour d'eux, le silence se fit plus lourd, mais il ne s'agissait plus du même malaise qu'auparavant. C'était un silence gêné, chargé du poids des jugements précipités de chacun. Claire, qui avait assisté à la scène de loin, sentit ses joues brûler tandis que quelques regards se tournaient vers elle, mais cette fois sans solidarité. Les passagers qui, quelques minutes plus tôt, étaient pressés d'écarter Camille pour retrouver leur tranquillité, semblaient soudain se souvenir qu'ils l'avaient condamnée sans preuve, uniquement sur la base de leurs craintes partagées. Rien n'avait changé en Camille. Il portait les mêmes vêtements, avait la même valise noire, le même visage fermé. Pourtant, la simple apparition du badge déplaçait totalement le regard de tous. En un instant, la suspicion avait cédé, la place à une forme de respect, presque de honte chez certains. Ce n'était pas la dignité de Camille qui avait réellement varié, mais le prisme à travers lequel on le regardait. Ce symbole d'autorité exposait la fragilité de leurs critères. D'un coup, chacun prit conscience du côté arbitraire, et presque absurde, des soupçons qui venaient de bouleverser ce vol ordinaire vers Lyon. Après la vérification rapide de la carte d'identité officielle de Camille, l'agitation retomba d'un coup. Marc se confondit en excuses, répétant qu'il ne faisait que son travail, tout comme le policier qui, maintenant plus réservé, détourna le regard. Pourtant, cette reconnaissance n'apportait aucun soulagement à l'ambiance pesante. Une gêne nouvelle, plus profonde, retomba sur la cabine comme une couverture froide. Les chuchotements s'étaient arrêtés, remplacés par ce silence épais où chaque respiration se faisait entendre. Claire, qui avait jusqu'alors maintenu un air convaincu, sentit sa certitude vaciller. Elle s'approcha maladroitement de Camille, une main crispée sur la bandoulière de son sac. Hésitante, elle bredouilla qu'elle était désolée, qu'elle n'avait aucune idée de qui il était et que, dans le climat actuel, elle avait seulement voulu éviter un risque. Sa voix était à peine audible.
se brisant sous la pression de regards qui maintenant la fixaient à leur tour. Elle tenta maladroitement de justifier sa demande. « Je vous assure que ce n'était rien de personnel. Je ne savais pas, ce n'est pas contre vous, c'est juste que... » Mais chaque mot semblait aggraver la situation, comme si au lieu de réparer le malaise, elle ne faisait qu'en révéler l'ampleur. Camille, toujours digne malgré la colère rentrée, hocha juste la tête en réponse. Il n'avait pas envie d'ajouter quoi que ce soit, comprenant que la vraie blessure ne venait pas seulement de la suspicion, mais de cette facilité collective à transformer l'inconnu en danger, l'étranger en menace. Même ceux qui n'avaient pas exprimé leurs doutes directement évitaient à présent son regard. Des passagers qui avaient espéré précipiter son départ pour retrouver leur confort se retrouvaient maintenant pris au piège d'un sentiment d'avoir été injuste. Impossible de revenir en arrière, d'effacer ce qui s'était dit ou décidé en quelques minutes d'angoisse. Le silence imposait sa loi. Il n'y avait plus rien à dire qui puisse justifier ce qui venait de se passer. Les moteurs de l'avion vibraient doucement, presque comme un rappel que tout cela aurait pu être évité. Camille ne souhaitait plus qu'une chose, retrouver son calme, s'asseoir et traverser les quelques centaines de kilomètres qui restaient jusqu'à Lyon, dans une tranquillité que la méfiance collective lui avait brutalement enlevée. Tout sembla enfin rentrer dans l'ordre. L'équipage retourna à ses tâches avec une rigueur nouvelle, mais chacun sentait que quelque chose s'était brisé, l'insouciance habituelle d'un vol Paris-Lyon, l'impression naïve que le voyage pouvait n'être qu'une parenthèse sans histoire. Les passagers remuaient dans leurs sièges. Certains feuilletaient nerveusement un magazine ou scrutaient le tarmac. D'autres jetaient de brefs regards à Camille qui s'était rassis, le visage fermé et les mains croisées sur ses genoux. Dans le rang opposé, Ibrahim, qui avait suivi toute la scène sans intervenir, attendit que le calme revienne. Il avait l'habitude de ce genre de moment où le moindre détail pouvait suffire à faire douter les autres. Profitant d'un instant où l'hôtesse vérifiait la ceinture de Camille, Ibrahim se pencha légèrement vers lui. D'une voix basse mais claire, il lui dit « Je voulais juste vous dire, j'ai vu ce qui s'est passé, je vous comprends. Cela m'est déjà arrivé aussi, et à chaque fois, ça laisse ce goût amer. On croit qu'on s'en est habitué, mais non, ce n'est pas juste. » Camille tourna la tête, un peu surpris, de cette solidarité silencieuse, mais aussi soulagé. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, quelqu'un venait lui parler sans défiance, ni peur. Ibrahim ajouta « On se fait discret, on évite les discussions, mais certains voient quand même ce qu'ils veulent voir. Ce n'est ni la mallette, ni le regard fermé qui les inquiète vraiment. C'est autre chose, et on le sait, même si personne ne le dit. » Ils échangèrent un sourire fatigué. Leur bref échange attira le regard de Jeanne, assise derrière Ibrahim, qui les écoutait d'une oreille distraite. Elle n'osa rien dire, mais le simple fait d'entendre ce dialogue fit écho à ses propres peurs, celle d'être jugée sur un détail, une apparence, un accent, et de devoir prouver qu'elle avait sa place comme tout le monde. Ainsi, pendant que le personnel tentait de retrouver le rythme et que le vol se préparait enfin à décoller, il devint évident combien les préjugés restaient présents malgré les slogans sur le « vivre ensemble », combien il était facile, d'un simple geste, de rendre visible ce qu'on s'obstine à croire oublier. Le vol avait enfin quitté le sol de Roissy, mais personne ne semblait vraiment détendu. Les discussions, d'habitude superficielles, prenaient un ton nouveau et plus profond. Un quart d'heure après le décollage, alors que le chariot de boissons avançait lentement dans l'allée, Élodie, une avocate assise à côté du hublot, se tourna vers le groupe à proximité. Elle brisa le silence avec une voix posée. « Est-ce que quelqu'un d'autre ne se sent pas un peu mal à l'aise avec ce qui vient d'arriver? Je veux dire, à force d'écouter nos peurs, on finit par faire du mal à quelqu'un qui n'a rien fait. » À côté d'elle, Claire, toujours un peu crispée, voulut se justifier, parlant de son sentiment, de cette intuition étrange qu'elle avait eue.
Elle expliqua qu'elle n'avait jamais voulu causer de tort, simplement réagir à ce qui lui semblait étrange, en insistant qu'avec l'ambiance actuelle, qui n'est jamais vraiment sereine dans les aéroports, il était devenu impossible de tout dissocier. Mais Élodie ne la laissa pas s'arrêter là. « Je comprends le réflexe, poursuivit-elle, mais on doit aussi se demander d'où viennent ces réflexes. Pourquoi certains détails nous inquiètent chez un inconnu et pas chez un autre? Ce n'est pas une question d'intuition, c'est une question de préjugés et de privilèges cachés. C'est facile de croire qu'on sait, alors qu'on projette juste ses propres peurs. » Le ton était calme, loin du reproche, mais cette remarque déstabilisa Claire. D'autres passagers commencèrent à écouter, certains opinant silencieusement, d'autres baissant les yeux. Ibrahim, quelques sièges plus loin, prit la parole, à son tour. « Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, ce genre de situation n'est pas rare, et chaque fois, on se dit que c'est normal, mais en vrai, c'est toujours la même histoire. On ne nous croit jamais, même si on fait tout, pour ne pas attirer l'attention. » Un jeune homme, Marc, qui n'avait rien dit jusque-là, osa ajouter « Moi aussi, ce truc de mauvaise intuition, ça me met mal à l'aise. On devrait pouvoir reconnaître nos peurs sans les faire porter aux autres. » Soudain, la conversation n'était plus seulement une affaire entre Claire et Camille. Elle engageait tout le monde, forçant chacun à regarder en face ces petits moments où la peur banale peut devenir injustice, juste par réflexe. La parole avait été prise, et il était impossible de revenir à l'indifférence d'avant. Le bruit régulier des turbines remplissait la cabine, alors que l'avion filait au-dessus des nuages vers Lyon. Malgré tout, le calme n'était qu'apparent, chacun perdu dans ses pensées, repassait mentalement les derniers événements. Camille, installée près du hublot, observait distraitement le ciel sans vraiment le voir. À côté de lui, Claire s'était tassée sur son siège, le regard fixé sur ses mains, piégé entre la honte et le regret. Il n'y avait pas de victoire, pas de soulagement. Même si tout le monde savait maintenant qui il était, la fatigue le gagnait, celle des 1000 mini-batailles qu'il avait apprises à encaisser sans protester. Les mots d'Élodie et d'Ibrahim flottaient encore dans l'air, comme s'ils n'avaient de fait qu'égratigner la surface du problème. Camille aurait aimé se sentir apaisé, se réjouir que la vérité ait éclaté, mais il savait très bien que l'essentiel restait inchangé. Une carte ou un poste protège peut-être quelques minutes, mais ne guérissent ni les regards méfiants, ni les jugements silencieux auxquels il faisait face bien trop souvent. Tout cela pesait lourd, et même la douce lumière du soleil à travers le hublot ne suffisait pas à alléger ses pensées. Il aurait pu faire un effort, échanger, en quelques mots, mais il en était incapable à cet instant. Il laissait le silence, presque rassurant, faire le bouclier entre lui, Claire, et le reste de la cabine. Au fil des minutes, il sentait cette tension s'installer dans tout son corps, non pas comme une colère vive, mais comme un épuisement ancien. Même maintenant, il ne cessait de se demander, devait-il se sentir privilégié parce que sa position l'avait sorti du pétrin? Ou bien, frustré que cela ait été nécessaire pour être respecté? Claire, de son côté, jetait sans cesse de petits coups d'œil à Camille, incapable de lui adresser la parole. Elle comprenait, à sa manière, que ce malaise ne s'effacerait pas avec des excuses rapides, ni avec un vol qui se terminerait sans autre incident. Au fond d'elle, la prise de conscience, violente, s'enracinait. Combien il était facile de glisser dans la peur et la suspicion, combien il était difficile de réparer ce que de simples gestes ou paroles pouvaient briser. Le voyage continuait, mais intimement, chacun savait que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Au fil des minutes, alors que l'avion continuait doucement son trajet vers Lyon, l'atmosphère autour de Claire se fit de plus en plus lourde. Elle, qui plus tôt avait mené les échanges avec une certaine assurance, se sentait soudain toute petite, presque invisible sur son siège. Son dos recroquevillé effaçait la posture confiante qu'elle avait dans la salle d'embarquement. À mesure que le silence persistait, elle prenait pleinement conscience de l'ampleur de son geste, du mal qu'elle avait causé sans réfléchir, et du prix silencieux que d'autres payaient chaque jour à cause de cette façon de voir le monde
Claire tenta à plusieurs reprises de murmurer des mots d'excuse à Camille, juste à côté d'elle. Mais ses phrases étaient maladroites, presque étouffées. « Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas ça. Je me sens bête. Je comprends si vous ne voulez pas en parler. » Elle n'arrivait pas à le regarder dans les yeux, comme si leur rencontre désormais ne se limitait plus qu'à cette gêne. Pourtant, elle aurait voulu réussir mieux, dire plus, mais chaque tentative s'écrasait dans l'air entre eux. Plus elle y pensait, plus elle réalisait à quel point il était facile de faire mal en un instant, et difficile ensuite d'apaiser les choses. Camille, sentant au fond de lui la sincérité de cette détresse, n'avait pas la force de répondre. Il connaissait ce vide, ce poids du non-dit. Même les mots les mieux choisis ne pourraient enlever la fatigue de subir, quotidiennement, ce genre d'épreuve. Il savait qu'aux yeux de Claire, ce qui était un incident isolé restait pour lui un passage régulier, une piqûre de rappel de ce que la société cachait sous la surface des rapports ordinaires. Pour Claire, cette expérience bouleversait ses certitudes. Elle percevait confusément que ses peurs, tout comme ses automatismes, ne se justifiaient pas aussi simplement qu'elle l'avait cru. Elle sentait tout son confort vaciller, ébranlé par la réalité de cette douleur, visible dans la posture de Camille. En silence, elle comprenait. Être désolée, c'était bien, mais parfois, cela n'efface rien, surtout quand la blessure pour l'autre est ancienne, profonde et toujours recommencée. L'avion avançait et désormais, le temps semblait suspendu à cette compréhension nouvelle, lourde mais nécessaire, qui reliait leurs deux solitudes. Alors que l'avion poursuivait paisiblement sa route, une légère agitation se fit sentir. Dans le couloir, Pauline, l'une des hôtesses de bord, approcha Camille avec un petit sourire embarrassé et lui tendit une enveloppe blanche. Elle lui glissa à voix basse « C'est un mot du commandant. Il voulait que vous sachiez qu'il regrette sincèrement ce qui s'est passé tout à l'heure. » Surpris, Camille prit la lettre et la déplia discrètement sous le regard des passagers autour qui, soudain, trouvaient un intérêt débordant dans le menu du repas. Le mot était simple, écrit à la main. Le commandant s'excusait pour la situation difficile qu'on lui avait infligée et reconnaissait, en tant que responsable de l'équipage, que l'incident n'aurait jamais dû se produire ainsi. Il souhaitait à Camille une bonne fin de voyage et soulignait qu'il était à la disposition des passagers pour toute réclamation ou question. Pour beaucoup, ce geste aurait paru anodin, une simple lettre, une formule polie destinée à tourner la page. Mais pour Camille, il résonnait autrement. C'était l'une des rares fois où un acte déplacé était reconnu, où on prenait le temps de le regarder en face au lieu de le balayer sous le tapis. Certes, le mot du commandant allégeait un peu la charge de la journée, mais il ne pouvait effacer ni la gêne ni la douleur du souvenir qui resterait longtemps. Camille replia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Pauline, voyant son hésitation, ajouta d'un air sincère « J'espère que vous passerez tout de même un bon séjour à Lyon. » Il la remercia d'un signe de tête, mais il était clair que l'impact de l'incident ne disparaîtrait pas simplement grâce à un mot gentil. Pour ceux qui n'avaient jamais connu ce genre de situation, tout cela ne semblait qu'une formalité parmi d'autres, vite oubliée une fois l'avion posé. Mais pour Camille, cette reconnaissance, discrète, soulignait surtout un décalage. La blessure allait continuer de s'installer dans la liste silencieuse des humiliations trop souvent tues, s'ajoutant à toutes celles que personne autour de lui ne semblait voir. Il savait déjà qu'il mettrait du temps à digérer cette expérience, et que, même reconnu, le mal qu'on fait sans le vouloir reste longtemps vivant dans la mémoire. Après avoir rangé la lettre du commandant, Camille sentit le besoin de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Tandis que l'avion poursuivait sa route vers Lyon, il se tourna finalement vers Claire, qui semblait toujours chercher le courage de lever les yeux vers lui. Il commença doucement, sans colère, d'une voix calme. « Vous savez, je ne vous en veux pas. J'ai l'habitude qu'on me regarde de travers, qu'on me soupçonne sans raison. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois, et ce ne sera probablement pas la dernière. »
Claire, visiblement émue, murmura un pardon à peine audible. Mais Camille ne s'arrêta pas là. Il continua, toujours avec la même sérénité. La vraie difficulté, ce n'est pas votre peur. On a tous des craintes, on a tous entendu des histoires qui nous ont influencés. Le vrai souci, c'est quand cette peur glisse vers une accusation, quand quelqu'un se sent autorisé à pointer du doigt, parce qu'il pense protéger les autres. Mais souvent, c'est juste une façon que le préjugé a de s'exprimer tout bas. Il marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer le silence entre eux. Claire hocha la tête, comprenant enfin ce qu'il essayait de lui transmettre. Elle réalisa que pour elle, tout avait commencé par un malaise vague, mais qu'en quelques minutes, sans voir le danger réel, elle avait causé du tort à quelqu'un d'innocent. Camille poursuivit « On ne change pas les choses juste en disant « ce n'est pas ce que je voulais faire ». On change quand on se demande d'où ça vient, pourquoi on a pensé que c'était possible, pourquoi on a laissé une idée toute faite prendre le contrôle. Ce n'est jamais facile, je le sais. Mais c'est comme ça qu'on avance, chacun ou par petits pas. Son ton était posé, sans reproche, mais pas moins ferme. Dans ce dialogue court mais intense, Claire sentit combien tout ce qu'elle avait vécu ce jour-là n'était pas un accident, mais le résultat de schémas appris, absorbés lentement et sans bruit. Camille ne cherchait ni pitié ni colère, simplement une prise de conscience. À ce moment-là, malgré le tumulte intérieur, ils avaient posé la première pierre d'une véritable réflexion. Quand l'avion atterrit enfin à Lyon-Saint-Exupéry, l'électricité de la cabine tomba d'un seul coup. Les passagers, comme à chaque arrivée, se pressèrent dans l'allée, récupérant valises et manteaux. Camille et Claire sortirent ensemble, chacun plongé dans ses pensées, avançant sans échanger un mot parmi le flot des voyageurs pressés. Les bruits de la ville commençaient déjà à filtrer depuis le couloir d'embarquement, mais entre eux, le silence s'étirait, lourd, mais pas totalement hostile. Ce n'est qu'au moment où ils s'apprêtaient à se séparer sur le quai des taxis que Claire s'arrêta, prenant une grande inspiration pour trouver ses mots. Cette fois, plus de justification, pas d'excuses mécaniques. Elle s'exprima simplement en regardant Camille avec franchise. « Je veux vraiment vous demander pardon, mais surtout, je comprends, après tout ça, que ce n'est pas juste. La peur qui m'a fait réagir, c'est autre chose, quelque chose que je croyais loin de moi. Mais aujourd'hui, j'ai vu que ça faisait partie de mes réflexes, même si je ne voulais pas l'admettre. Je ne pensais pas pouvoir agir comme ça. » Camille, sans sourire ni colère, laissa la sincérité de Claire s'installer dans l'instant. Il sentit que sa démarche n'était ni un spectacle, ni un soulagement facile. Il prit le temps de répondre, choisissant ses mots. « Vous savez, ce qui compte pour moi, maintenant, ce n'est pas que vous soyez rongé par la culpabilité. Ce qui compte, c'est ce que vous en ferez. La vraie différence, elle se joue quand on ose en parler aux autres, quand on brise le silence dans son entourage. Pas seulement aujourd'hui parce que c'est arrivé à moi, mais aussi pour d'autres qui vivent ça, tout le temps. » Claire acquiesça, comprenant qu'il ne s'agissait plus seulement de ce moment dans l'avion, mais de tout ce qu'il restait à remettre en question autour d'elle. Camille ajouta « La culpabilité, ça ne sert à rien si ça reste une émotion qu'on cache ou qu'on garde pour soi. Si vous voulez vraiment changer quelque chose, parlez-en, osez dire à voix haute ce qui s'est passé. Osez vous confronter à ce malaise chez ceux qui vous ressemblent. C'est là que ça commence à compter. » Ils échangèrent un long regard, puis se séparèrent, chacun portant une part de cette discussion vers la suite de leur vie, dans une ville où tout semblait possible, mais où les vraies conversations, elles, étaient bien plus rares. La foule se dispersait à la sortie de l'aéroport, chacun pressé de retrouver ou de découvrir la ville de Lyon. Camille et Claire restèrent encore un instant côte à côte, le bruit des roulettes de valises en fond. Ils n'avaient plus vraiment besoin de mots. Ce qu'ils venaient de vivre comptait bien davantage que n'importe quelle explication. Claire tendit la main timidement, et Camille la serra, doucement, sans geste brusque, dans un silence chargé de tout ce qui avait été dit
et de ce qui ne pouvait plus l'être. Ce n'était pas une poignée de main publique, pas un instant qui finirait en photo de réconciliation. C'était juste deux personnes, restées seules avec la complexité de ce qui s'était passé entre elles. Pour eux, ce bref contact était plein d'amertume, mais aussi d'un début de compréhension. Camille savait très bien que ce genre de moment n'effaçait pas le passé ni la réalité quotidienne. Il continua son chemin, la lettre du commandant toujours bien rangée dans la poche de sa veste, sentant pourtant un léger souffle d'espoir. Ce n'était pas la promesse que tout irait mieux d'un coup, seulement la simple prise de conscience qu'un changement pouvait arriver, même si c'était d'abord très lent et limité à de petits gestes ou à des gens particuliers. En marchant vers la navette du centre-ville, il repensa malgré lui à la situation. Rien de tout cela ne serait arrivé si, comme tant d'autres, son titre professionnel n'était pas venu à la rescousse. La manière dont tout avait basculé après la présentation de sa carte, comment la tension s'était dissipée d'un coup, lui laissait un goût amer. Pourquoi fallait-il toujours prouver sa valeur, présenter des preuves pour avoir droit à la même tranquillité que les autres? Camille savait qu'une grande partie des gens croisaient cette même injustice sans avoir, eux, la possibilité de sortir une carte ou de s'appuyer sur un statut officiel. Son dernier regard sur Claire, dans la lumière grise du hall, résonnait comme une leçon silencieuse. Le respect, la dignité, cela ne devrait jamais dépendre d'un badge, d'un diplôme ou du nom affiché sur un billet d'avion. Le simple droit de vivre sans être soupçonné devrait aller de soi. Mais il savait aussi que la véritable force, c'était de rappeler chaque jour, dans chaque espace, et pourquoi pas à Lyon aussi, que ce droit appartient à tous, sans condition.